Le chef de l'État Félix Tshisekedi s'est adressé à la nation dans sa traditionnelle adresse à la nation, c'est-à-dire bilan, un discours bilan sur l'état des nations. Nous allons essayer d'en parler avec les sénateurs Jean Bakomito qui est sur ce plateau. Bienvenue, monsieur le sénateur. Merci beaucoup, Jean-David. Alors que le chef de l'État prononçait ses discours, bien avant, vers 3 heures du matin, on a appris la disparition de Tchalamouana. Vous connaissez Tchalamouana? Oui, c'est triste. Tchalamouana, c'est pas n'importe qui. Moi, j'ai retenu, au-delà de ce qu'on appelle généralement les Moutachi, mais Tchalamouana aura contribué comme patriote, surtout lors de l'agression, vous vous rappelez, musée du vivant de Musée. La RDC était encore agressée par ses voisins. Et Tchalamouana était parmi les musiciens qui étaient au front. Même dans la chanson, vous voyez qu'elle a joué un rôle très important. Donc, de ce côté-là, j'ai toujours pensé qu'elle était patriote. C'est vraiment un patriote qui quitte le pays au moment où le pays est encore agressé. Donc, nous pouvons souhaiter un repos éternel à cette grande dame qui fait partie de ceux qui ont façonné la culture, même la musique congolaise, si je dois dire, mais également un musicien, un artiste complet et un patriote qui a beaucoup combattu pour son pays. Chaque fois que le pays est dans une situation difficile, elle n'a jamais cessé de participer à la mobilisation. Le chef de l'État s'est adressé à la nation, un discours d'1h40 minutes, mais basé essentiellement sur la sécurité. Il a ramassé presque tous les points essentiels et aussi il a relevé la situation électorale. Mais les élections en 2023, il dit que l'année 2023 sera une année essentiellement électorale. Mais jusque-là, il y a toujours l'insécurité dans l'Est de la RDC. Vous ne voyez pas qu'on risque de sacrifier encore cette population comme ça se fait en 2018, comme ça se fait en 2018. Oui, il y a une partie du Kasaï qui n'a pas élu parce qu'il y avait Kamona Sapou, une autre partie au niveau de l'Est de la RDC. Est-ce que ce n'est pas le même scénario qui risque de se répéter? Bon, je crois, Jean-David, ce qu'il faut d'abord saluer, c'est que nous avons été reçus par le président de la CENI, nous, les élus de province qui constituent la troisième partie de l'enrôlement. Et lors de cette rencontre avec le président, avec les dirigeants de la CENI, le président Kadima ou ses services nous ont donné l'information sur le premier travail qui avait été fait, la cartographie, les équipes qui étaient descendues, toutes ces opérations. Et nous étions dans la joie de savoir que même dans les zones où il y a encore des problèmes, ce travail a été fait. Ça, c'est un. Et deuxièmement, depuis le cycle de 2006, en réalité, jamais nous sommes allés aux élections pendant que le pays est totalement pacifié. Le troisième point, c'est que nous avons l'espoir. Nous sommes vraiment convaincus que la victoire sera de notre côté. Et c'est une question peut-être de jours, de mois, mais tout semble croire que nous sommes sur la bonne direction. Tenez, depuis un temps, il n'y a plus de crépitement des balles. Certes, il y a une partie du territoire qui est encore occupée, mais la pression qu'il y a et la volonté qu'il y a, la détermination de la RDC fera en sorte que nous allions aux élections avec toutes ces parties déjà pacifiées ou tout au moins pacifiées. Mais je suis certain, je reste optimiste que... Mais parce que vous parlez de la volonté, mais jusque-là chacun campe sur ses positions, ce qui fait que même les efforts de pacifier risquent certainement de s'envoler, risquent certainement de s'étioler, parce que
tout le monde campe sur ses capacités et sur ses positions. Jean-David, il faut faire attention. Je le dis toujours, l'une des parties la plus mauvaise dans cette guerre, c'est tout ce qu'on a comme crise humanitaire. L'essor de nos populations. Contrairement au M23 qui peut tuer, mais nous, gouvernement, ou notre gouvernement ne peut pas tuer les civils. C'est-à-dire que nous faisons la guerre, mais en tenant compte de la vie de nos compatriotes. Et lorsqu'il y a cessé les faits, et qu'il y a des mécanismes sur le plan diplomatique, avec le processus de Luanda, et des mécanismes qui permettent à tous ces conglomérats, tous ces aventuriers qui essaient de faire la guerre là-bas, de se retirer, nous leur donnons du temps. Et les gouvernements essaient de voir si ils vont les respecter ou pas. La communauté internationale, que ce soit la communauté africaine et même au niveau de la sous-région, nous essayons de voir la bonne foi. Mais entre-temps, les pays où notre gouvernement n'est pas resté bras croisés, vous avez suivi la cérémonie qui s'est déroulée à Kitona. Nous, on peut mobiliser 10, 20, 30 fois plus, mais ils doivent savoir que la victoire sera de notre côté. On est 100 millions de Congolais. Vous avez vu vous-même comment les Congolais sont mobilisés, parce que je suivais encore le ministre Julien Palouk il n'y a pas longtemps. J'étais content lorsqu'il disait que ils peuvent peut-être tuer les Congolais, mais ne peuvent pas éteindre le feu qu'il y a en nous. Cette flamme de l'unité nationale, cette flamme de la résistance. Ils ne peuvent pas. Et je partage ces points de vue et j'estime qu'ils ont compris que les Congolais sont unis. Les Congolais sont unis, ils parlent le même langage. Et ça, c'est une force qu'il faut vraiment apprécier de la part des Congolais. Nonobstant nos divergences, le président l'a dit, nos divergences internes qui sont normales. Dans un État où il y a la démocratie, on ne peut pas parler le même langage. Il y a des divergences, certes, d'approche, manière de voir les choses, mais nous restons tous sur une même ligne. Je pense que certains politiques qui avaient pensé soutenir ou répondre positivement à l'appel de la mobilisation lancé par le chef de l'État, tout en essayant d'y mettre certaines conditions. Bon, il y a le respect de la parole, il y a ça. Ils ont compris rapidement que nous n'étions pas dans la petite guéguerre ou la petite discussion, et qu'il y avait réellement un problème, c'est que la maison était attaquée par l'extérieur. Donc, quand il y a un ennemi qui vient, on arrête un peu de petites discussions, on se met tous ensemble pour bouter l'ennemi dehors. Quant à nous, ici à l'interne, de continuer nos discussions, de voir ce qui a amélioré, d'améliorer notre façon de faire, notre façon de gouverner, ainsi de suite. Mais la flamme de l'unité en fait, est là. Cette flamme, c'est que vous avez dit, mais entre-temps, Rutshuru et entre le M23, Massissi serait menacé et les M23 continuent toujours à occuper des positions alors que eux-mêmes ont demandé, ont sollicité, ont dit qu'ils devraient certainement se retirer. Au niveau des Nairobi, ça s'est arrêté là. C'est que, est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre à quelque chose? L'histoire des guerres à travers le monde, c'est toujours comme ça. On y va mollo. On prend la décision. D'abord, ils ont pris la décision d'arrêter. Ils ont arrêté la guerre. Entre-temps, le gouvernement congolais n'a pas croisé les bras. Je vous ai parlé de Kitona. Vous avez suivi. C'est un message fort. Et ça montre que eux aussi sont en train de se renforcer. Non, ils ne pourront jamais se renforcer comme le gouvernement. Croyez-moi. C'est vrai qu'ils sont dotés en armes et tout ça. Et il y a des fois, quand ils sont en difficulté, il y a ces renforts qui viennent toujours du Rwanda et tout ça pour essayer de les appuyer. Mais je voudrais dire que l'armée, les gouvernements, en appelant à la mobilisation, a envoyé un message fort. Maintenant, les Congolais, les jeunes sont décidés à combattre l'ennemi, à protéger les pays. Tenez, si vous prenez les images du jour du congrès, vous avez entendu une des chansons qui passait, Togobat et Lamboka. Il y avait, j'ai entendu plusieurs fois, les jeunes sont revenus sur la question. Les jeunes, là. Oui, nous sommes déterminés à protéger la patrie.
C'est en fait ça l'essence de la mobilisation. En fait, les gens comprennent que pour les pays, nous devons être prêts à dire non à ces personnes-là. La victoire sera la nôtre. Je vous dis toujours l'expérience de la guerre en Europe, l'Allemagne, la France, ainsi de suite. Est-ce que maintenant, nous, ça finira tôt ou tard. On essaie d'obtenir cette victoire par la voie diplomatique ou par la voie militaire? Parce que la voie militaire... Attention, Jean-David, la guerre ne se gagne pas seulement. On peut gagner sur le plan militaire, mais on n'a pas gagné la guerre. La guerre se gagne sur plusieurs fronts. D'ailleurs, quand vous suivez le chef de l'État, il a parlé de la manière dont la RDC faisait la guerre. Sur le plan diplomatique, je vous dirais qu'on est en avance. C'est vrai que les complots étaient grands. C'est vrai que la communauté internationale n'était pas ou n'est pas totalement avec nous. C'est vrai qu'il y a tout un complot contre la RDC. Ça, il faut le dire. Mais chaque jour qui passe, je me réjouis que l'on essaie de comprendre petit à petit. J'ai suivi même sur les chaînes étrangères, notamment en France 24, si je peux le citer, j'ai suivi une émission sur les tueries à Kachichi. C'est déjà bon. C'est le monde entier qui essaie de suivre la position prise par les gouvernements, de saisir la Cour pénale internationale sur la question. Tout ça, ce sont des voies diplomatiques qui affaiblissent. En réalité, le M23 est très affaibli aujourd'hui. Il est considéré, il est très affaibli aujourd'hui. Quand on voit Herman Cohen qui demande à ce qu'il y ait aussi le mixage, qui a changé un peu les langages, vous ne voyez pas que c'est ça la politique de cette communauté? Je crois que la communauté internationale, j'ai dit, n'est pas avec nous. En tout cas, dis-moi jusque-là, elle n'a jamais été aux côtés du Congo. Ça, c'est clair. C'est que j'ai comme l'impression que ce qui importe pour eux, c'est que les richesses du Congo soient partagées. Je crois que c'est, d'après moi, je pense que c'est ça le vrai problème. Mais il a donné sa position. L'Assemblée nationale a dit, elle a dit au gouvernement, cette résolution qui a d'ailleurs été saluée par le président de la République, elle a dit que le Parlement a décidé qu'il n'y ait plus brassage, qu'il n'y ait plus mixage. Ils peuvent revenir, ils peuvent servir les pays dans d'autres domaines, et c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, c'est toujours possible de servir ces pays. On n'est pas tous dans l'armée. Le chef de l'État se retrouve actuellement aux États-Unis d'Amérique pour ce sommet USA-Afrique. Il compte certainement obtenir des sanctions contre Kagame. Est-ce que ça va tenir cette démarche? Bon, je pense que lorsqu'on est dans ces mondes-là, en diplomatie, il faut toujours pousser. C'est comme nous déposons une plainte à la Cour pénale internationale, c'est comme nous allons vers des organisations pour montrer que nous sommes en face d'un mouvement terroriste, nous sommes en face des tueurs, nous sommes en face de gens qui ont des visées expansionnistes. Il faut toujours être optimiste. La politique, la chaise vide ne paye pas. Hier, on était si calme devant le Rwanda. Ils avaient la possibilité d'entrer partout, de dire ce qu'ils voulaient. Et c'est cette version qui passait. Mais aujourd'hui, nous avons changé la manière de le faire. J'ai suivi le ministre Guy Luando en Europe. Dernièrement, il est passé par l'Union européenne. Il était au siège de l'Union. Il est revenu sur la question. Il y a d'autres ministres qui sont passés, le ministre Jean-Lucien Boussa, je l'avais dit, et bien d'autres ministres qui passent à travers le monde, Julien Paluku, j'avais cité le président Bahati, le vice-président Mundela. Que ce soit du côté parlementaire, que ce soit du côté gouvernement, je dis vraiment nous sommes tous déterminés à ne plus laisser cet espace où dans les ateliers, à être absent dans les ateliers où on parle de nous sans être là. Et ça permet au monde entier de comprendre ce qui se passe au Congo, de comprendre qu'il y a des dizaines de milliers de Congolais qui sont en errance, de comprendre qu'il y a une catastrophe sur le plan humanitaire. Et ça, c'est des choses qu'il faut saluer. Il faut continuer comme ça, parce que, je vous ai dit, les Rwandais, les M23 y compris, ne peuvent pas faire la guerre au Congo sans avoir à gauche, à droite, un soutien des pays occidentaux ou je ne sais pas. Mais ils ne peuvent pas faire la guerre au Congo, ils le savent. Donc il faut aller vers les partenaires privilégiés de ces pays-là, leur faire comprendre que ce qu'ils font, c'est pas normal. Ce qu'ils donnent comme raison, je suivais encore le ministre
notre ministre des Affaires étrangères qui a expliqué même la question des FDLR. Le président avait demandé aux Nations Unies qui peut nous donner des renseignements exacts sur les chefs des FDLR qui opèrent au Congo, la localisation, les lieux et tout ça. C'est avec ça qu'on essaie de convaincre les autres. C'est avec ça. Aujourd'hui, je vois les pays, les États-Unis qui, bon, nous allons apporter une aide humanitaire de 500 millions. C'est pas d'abord une question d'argent, mais c'est la question qui, c'est-à-dire que notre gouvernement a réussi à présenter au monde que cette guerre est en train de créer une situation humanitaire catastrophique chez nous. Et tout ça, ça fait partie de la guerre. On est sur le plan diplomatique, on est sur le plan militaire, c'est-à-dire que nous continuons à mobiliser, à enrôler des hommes, à former, à chercher des équipements. Parce qu'on a dit, le M23 est mieux équipé, c'est normal, parce que oui, c'est une unité de l'armée rwandaise, c'est normal. Le Rwanda est sur terrain avec les Nations Unies en Centrafrique, en Mozambique, là-bas ils essaient d'aider les Français dans leurs mines, je ne sais pas, dans leur champ de pétrole avec Total. Oui. Donc tout ça, c'est normal qu'ils soient équipés. Et nous, entre-temps, nous devons nous battre, trouver un moyen, comme on l'a fait l'autre fois, malgré tout ce qu'ils nous imposent, malgré ils veulent qu'on notifie. Mais la RDC a pu quand même, les dernières années, à acquérir des équipements. Il faut continuer dans ce sens-là. Oui, mais il ne faut pas pleurer. Oui, avec cette communauté internationale. Il ne faut pas pleurnicher, pardon. Oui, cette communauté internationale, on continue toujours, certainement, à croire en elle. Est-ce qu'il était obligé que les chefs d'État s'y rendent aux États-Unis d'Amérique? Parce qu'on comprend, il y a une duplicité de cette communauté internationale. Et vous l'avez dit tantôt, c'est-à-dire qu'elle n'est pas avec nous, cette communauté internationale. Oui, les discussions, vous savez, même quand on fait la guerre, on discute toujours. La Russie discute toujours avec l'Ukraine. Et donc, lorsqu'on fait la guerre, on ne ferme pas toutes les portes. Si l'on peut aujourd'hui s'entendre, c'est pour l'intérêt et du Rwanda et du Congo. Nous, ce qui nous importe, c'est notre population qui souffre. Au-delà de notre territoire qui est agressé, mais il y a la population congolaise qui meurt chaque jour, des femmes qui sont violées chaque jour. Et le chef de l'État doit porter ces messages et doit expliquer ces gens, parce que quand vous restez ici, ce qui va être dit là-bas, vous n'êtes pas là, bon, demain vous n'aurez qu'à pleurnicher. Il faut aller vers eux, il faut le convaincre. Personnellement, j'étais un peu choqué, je dois dire, j'étais un peu choqué de voir que lors des discussions au Conseil de sécurité sur la question des notifications des armes, la Chine nous a soutenus, la Russie nous a soutenus, mais les États-Unis ont dit qu'il fallait maintenir cette décision, et apparemment la France l'a suivi également. C'est un peu choquant, mais cela ne dit pas que nous ne devions pas continuer à discuter avec eux. Il faut continuer. C'est ainsi qu'est fait les jeux sur le plan international. Vous êtes sénateur, il y a la énième prorogation, peut-être au niveau du Sénat aussi ça va arriver. Mais pourquoi vous ne votez pas à la levée de l'état de siège? Parce qu'il y a beaucoup qui demandent à ce que... Même le chef d'État a parlé d'une réqualification. Vous saviez que déjà nous étions en train de partir vers la levée. Ou tout au moins il fallait qu'il y ait évaluation avec une petite table ronde qui devait être organisée avec les élus, la société civile, autour du chef de l'État sur la question de l'état des sièges pour évaluer, voir s'il faut réqualifier, s'il faut changer les choses. C'est cette situation de Bunagana qui a tout bouleversé. Au point qu'aujourd'hui, je me rappelle, si je dois dire, je me rappelle qu'il y a avant cette guerre, les plénières ou l'examen de la question de l'état des sièges commençait à poser trop de problèmes. Mais après ce qu'on a vu, on a compris la question. On dit non, attention. Attention, avec cette agression, le meilleur cadre reste l'état des sièges. En entendant qu'il y ait cette discussion. N'eût été la guerre, il y aurait déjà une réunion et peut-être les choses seraient déjà réqualifiées. Je suis tout à fait d'accord avec le chef de l'État quand il tient absolument. La situation s'est calmée, s'est relativement calmée. Donc, je crois que c'est une affaire de jours, de semaines. Cette table ronde sera tenue et les résolutions vont, je crois, être appliquées et ça va à la satisfaction de tout le monde. Vous avez terminé les 15. La session de septembre, essentiellement budgétaire.
Ça a été cette session? Oui, d'ailleurs, le président de la République l'a dit, parce que le président de la République a dit qu'il ne pouvait pas oublier le travail abattu par les parlementaires. Cette session n'a pas été que budgétaire. Il y a eu beaucoup d'interpellations, beaucoup de questions orales avec débat. Il y a eu beaucoup de recommandations qui ont été faites, mais surtout les lois. Vous avez les lois de personnes vivant avec handicap, les lois de peuples autochtones. Il y a beaucoup de lois qui sont passées. Il y a beaucoup de lois qui sont passées. Le Parlement a fait un travail formidable en fait cette année. Et pour ça, il y a également les budgets. Vous avez un budget qui va nager autour de 15 milliards de dollars. Donc, la réalité, c'est que les parlementaires ont abattu un travail capital. Je crois que mes collègues de l'ECOFIN vont présenter le travail demain. Mais ça fait 10 jours qu'ils sont à pied d'œuvre, qu'ils ne dorment pas. En tout cas, beaucoup de courage à mes collègues de la commission ECOFIN qui font un travail remarquable. Merci beaucoup, Jaba Kobito. Plusieurs téléspectateurs voulaient vous donner beaucoup plus de temps. Alors, ça a été fait. Pardon? Donc, beaucoup de téléspectateurs vous ont réclamé. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à notre invité tout de suite.